bienvenue. À chaque fois qu'on lance une vidéo en streaming, qu'on sauvegarde une photo, on utilise sans le savoir une architecture invisible qui est d'une complexité folle. Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur du cloud. La question de départ, elle est là. Comment est-ce que c'est possible ? C'est le grand défi des data centers modernes. Faire cohabiter des milliers d'entreprises, parfois même des concurrents directs, sur la même infrastructure physique, mais de manière totalement sécurisée. C'est ce qu'on appelle la multilocation. Et c'est ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va d'abord voir pourquoi les anciens réseaux ne tenaient plus la route. Ensuite, on découvrira la nouvelle architecture, la fameuse fabrique qu'on va décortiquer couche par couche. Puis on regardera comment tout ça se connecte au monde extérieur et surtout, pourquoi ce design a absolument tout changé. Ok, avant de plonger dans la solution, il faut vraiment comprendre le problème. Les anciennes architectures réseau n'étaient tout simplement pas bâties pour l'échelle et la rapidité dont le cloud a besoin aujourd'hui. Ce tableau, il parle de lui-même. À gauche, on avait ce vieux modèle en pyramide. Tout le trafic devait monter tout en haut de la pyramide avant de pouvoir redescendre. Ça créait des embouteillages monstrueux. Surtout pour le trafic entre serveurs voisins, ce qu'on appelle le trafic Est-Ouest. Pour les applications cloud modernes, qui passent leur temps à se parler entre elles, c'était un vrai cauchemar. Alors, face à ces blocages, il fallait tout repenser. On a donc changé complètement de plan d'architecture, et c'est là qu'intervient la solution. La fabrique leaf-spine. Et là, l'idée est d'une simplicité presque géniale. Imaginez un réseau où n'importe quel serveur peut parler à n'importe quel autre en 2 sauts maximum. C'est ça la promesse du design leaf-spine. Chaque commutateur leaf où sont branchés les serveurs est directement connecté à tous les commutateurs spine. Ça crée une sorte de toile d'araignée hyper efficace. Fini l'embouteillage central parce que tous les chemins sont ouverts et actifs en même temps. Pour vraiment piger comment cette fabrique fonctionne, on va la découper en 2 couches. Et on commence par la base, les fondations, la couche physique. L'underlay, pour faire simple, c'est le réseau routier. Ce sont les commutateurs leaf et spine, les câbles physiques, tout le matériel. Son seul et unique job, c'est de s'assurer que n'importe quel point A peut joindre n'importe quel point B. C'est une fondation basique, robuste et surtout très rapide. D'accord, donc si l'underlay, c'est le réseau routier, où est passée toute l'intelligence ? Eh bien, elle se trouve juste au-dessus, dans la couche overlay. Et c'est là que la magie opère vraiment. Et ça répond directement à notre toute première question. La technologie VXLAN permet de créer des milliers de réseaux virtuels, comme des tunnels privés qui passent par-dessus le réseau routier public de l'underlay. Chaque client, chaque entreprise a son propre tunnel. Et le trafic qui circule dans un tunnel est totalement invisible pour les autres, même s'ils partagent tous les mêmes routes physiques. Cette analogie, elle est vraiment centrale. Il faut la garder en tête. L'underlay, c'est le béton, les ponts, les routes physiques. Sa seule mission, c'est de relier un point A à un point B. Et l'overlay, ce sont tous ces tunnels virtuels qu'on fait passer dessus, chacun dans sa bulle. Chaque tunnel a ses propres règles, sa propre sécurité. C'est cette séparation totale des rôles qui rend le système si flexible et si puissant. Bien sûr, pour que ce grand réseau de routes fonctionne, il faut un système de navigation, une sorte de GPS. Les architectes réseau ont plusieurs options. Pour simplifier, il y a des protocoles comme OSPF qui agissent comme un plan de ville, très efficace pour un réseau local. Et puis il y a BGP, qui est plutôt l'équivalent du système postal mondial, conçu pour gérer des échelles gigantesques. Le choix dépend vraiment de la taille et des besoins du data center. Évidemment, un data center, ce n'est pas une île déserte. Il doit communiquer avec le monde extérieur, avec Internet, et pour ça, il faut des points de connexion bien spécifiques. Et c'est là qu'on voit toute l'élégance de ce design modulaire. Tous les commutateurs leaf ne font pas la même chose. Certains, les server leafs, ne s'occupent que de brancher les serveurs. D'autres, les border leafs, sont les gardes frontières. Ils gèrent tout le trafic qui entre et qui sort. Et enfin, les service leafs connectent des appareils spécialisés comme les pare-feux. Chaque rôle est optimisé pour une efficacité maximale. Pour qu'on se représente bien l'échelle dont on parle, accrochez-vous. 38 400. C'est le nombre de machines virtuelles, donc en gros d'ordinateurs individuels, qu'un seul de ces commutateurs frontaliers peut gérer. La densité est juste colossale. C'était totalement impensable avec les vieilles architectures en pyramide. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, récapitulons. Pourquoi est-ce que cette architecture est devenue le standard pour le cloud ? Il y a 4 avantages clés. D'abord, l'évolutivité est quasi infinie. On a besoin de plus de puissance, on rajoute des commutateurs. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, la simplicité. Des rôles bien définis, c'est plus facile à gérer et à automatiser. Troisièmement, la performance est au top vu qu'il n'y a plus de goulot d'étranglement. Et enfin, et là on boucle la multilocation sécurisée. Le problème de départ est résolu. Cette citation de Cisco, elle résume parfaitement toute la philosophie.
Le secret, c'est la modularité, le découplage. Au lieu d'essayer de construire un système monolithique qui fait tout, on assemble des briques simples. Chacune a un seul job et elle le fait très bien. Le résultat est un système bien plus robuste, plus simple à gérer et, surtout, capable de grandir à l'infini. Voilà, cette architecture, c'est la colonne vertébrale du cloud qu'on utilise tous les jours. Mais alors que les besoins en performance, en bande passante, en temps de réponse explosent avec des concepts comme le métavers, la question se pose. Quelle sera la prochaine révolution dans l'architecture des réseaux ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi.